symbole parce que c'est la fin de la série de 11 ans sans victoire au Roison Park. La dernière avait lieu en 2010, courant février 2010. Donc côté match, possession largement pour Rennes avec 69% et 31% pour le LOSC. Donc c'est très rare de voir le LOSC avec un ratio de possession aussi faible, puisque d'habitude le LOSC a environ 40, 50% et non pas 30. Moi, c'est un match qui m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé que c'était le match du retour aux fondamentaux. Et être capable de battre une équipe comme ça, comme Rennes, c'est de bon augure. On continue sur cette route qui devrait nous amener à une nouvelle compétition européenne l'an prochain. Je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre le deuxième parce qu'on a eu quand même 2-3 opportunités, dont ce fameux hors-jeu penalty discutable. Bon, mais on a eu les occasions dans le jeu. David une première fois. Bon, d'un autre côté, il se crée le corner là sur le but. Mais il y a Sisi. Il y a eu deux, trois possibilités de se mettre à l'abri. Tu as lu les avis rennais qui sont très mitigés, qui estiment avoir été volés, se réfugiant derrière la possession énorme du club. Alors je parle même pas de l'avis de Clément Grenier, hein, qui, outre cet avis-là, en plus il entend des voix apparemment. Il entend les voix de l'arbitre, mais donc c'est la Jeanne d'Arc rennaise. Et sur ce match, on s'en sort pas mal, mais voilà, on s'en sort bien. J'avais un petit peu peur de cette rencontre. Je craignais la ligne d'attaque finalement. Oui, enfin voilà, on a été sérieux, on a fait ce qu'il fallait, et c'est ce que je retiens essentiellement. La victoire à Rennes, on met quand même le Rennes à 9 points. Donc on conforte notre place sur le podium. Au terme d'un match qui était quand même très solide, j'ai trouvé le match du LOSC très solide, mais plutôt contrasté. Une première mi-temps où on a développé notre jeu, on aurait pu mener 2-0. Hein. Moi, je pense qu'on a manqué le break de peu en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, je dirais un peu plus de combat parce que Rennes a fortement poussé pour revenir. Moi, j'insisterai beaucoup sur le mental parce que, de la même manière que certains d'entre vous, je craignais ce match parce qu'on a eu des prestations un petit peu mitigées contre Angers, Nîmes et Reims où tout n'était pas parfait. Et le fait de se déplacer à Rennes, c'était de nature à peut-être inquiéter un petit peu. Olivier Létang m'a dit on va aller chercher 3 points. Et puis je me rends compte qu'ils sont revenus avec 3 points et qui ont été gagnés avec beaucoup de solidarité, notamment en seconde mi-temps où il a fallu se battre. C'est vrai qu'on peut regretter que le match n'ait pas été tué en première mi-temps, ce qui aurait été fort possible, mais je retiens le fait qu'on n'a pas trop souffert dans les occasions des Rennais et que surtout, quand il s'est agi de défendre, de l'arrière droit jusqu'à l'ailier gauche, tout le monde s'y est mis avec une belle solidarité, un esprit, et c'est peut-être ça qui en dit long sur la seconde partie de saison, parce qu'il va falloir aller chercher le LOSC sur n'importe quel terrain. Et sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des réactions ? Alors oui, tout le monde est content ça faisait 10 ans qu'on avait pu gagner à Roison Park, enfin au stade de la Route de Lorient à l'époque. Le trading, qui est un mot on l'utilise avec euphémisme pour pas parler de commerce ou de négoce, quoi, puisqu'il s'agit de joueurs. Donc c'est mieux de dire trading. Mais tous les clubs font du trading à leur mesure, c'est-à-dire que dans le budget d'un club, il y a forcément, outre la billetterie, sponsoring, merchandising, des choses comme ça, et les droits télé, quand ça va bien, il y en a. Mais il y a du trading partout. Le trading tel qu'on le concevait nous a gênés dans la formation, c'est vrai, parce que les jeunes conformés, parce que, bon, évidemment, le centre de formation n'a jamais cessé de travailler, mais au-dessus de 16-17 ans, il y avait une espèce de plafond de verre qui était créé par le recrutement de joueurs étrangers en post-formation, qu'on n'a jamais beaucoup vu d'ailleurs, mais qui était là. Et qui barrait la route aux jeunes qui étaient susceptibles de sortir de chez nous. C'est que ça complique le recrutement. Il est bien évident que les familles, les joueurs, les agents disent finalement, pourquoi on va aller à Lille où le gamin aura très peu de chances de sortir, puisqu'on va aller chercher un petit Portugais, un petit Turc ou un petit Brésilien. Donc on n'avait plus trop la mainmise sur la politique de formation. C'est un petit peu ça que va nous rendre Olivier Létang dans son souhait de revenir à des fondamentaux en matière de formation, et aussi d'assurer, grâce à Sylvain Armand et à tout un tas de procédures qui vont être mises en place, d'assurer une transmission des informations. Dire qu'on revient à la formation, c'est dire qu'on va mettre des moyens maintenant, on va planter des graines aujourd'hui
pour que dans 3-4 ans, on ait des joueurs qui sortent, non? C'est pas dire Si, ça? bon, on peut le prendre comme ça, et ça va demander un délai, parce que à chaque fois qu'on perd du temps, on le paye en matière de quelques saisons. Là, la génération 2000, elle est déjà en équipe première, mais c'est Sven Botman, c'est Jonathan David, c'est Diallo. 2001, bon, la génération on avait un peu moins de qualité, mais quand tu regardes la génération 2002, 2003, 2004, tu as de futures pépites. Mais je peux te citer des noms. Pour le moment, vous les avez pas en tête. Ils sont en sélection U17. Mais Kyle Auvray, qui est un milieu offensif gauche, qui est le fils de Stéphane Auvray, ancien joueur professionnel. Il joue en catégorie 17, c'est une future pépite. Pour moi, je le vois arriver, mais alors, gros comme une maison. On a pris, alors on dit, Lopez a pris beaucoup de joueurs étrangers, mais il a aussi pris des Français. On va parler de Nassim Innocenti. Il est arrivé de Lyon, il a été intégré dans le groupe pro, il a fait quelques bancs dans le groupe pro. Ismaël Bouleshka, qui vient de Drancy, qui est arrivé juste à la période Lopez, qui a fait quelques bancs avec les pros. Mais les belles générations, ce sont celles, comme le disait Patrick, qui viennent un peu plus tard. Il y a la génération 2003, la génération 2004. En génération 2003, il y a un joueur, certains le connaissent, je l'ai présenté, le Pililo l'a présenté également, c'est Rocco Ascon, un numéro 10 qui est promis, alors lui, au plus bel avenir. C'est un joueur de grande qualité, à 2003 donc. Et derrière, en 2004, j'ai déjà parlé de Kyle Auvray, mais il y a un autre joueur qui est un attaquant, il est venu encore formé à Lyon, encore un deuxième formé à Lyon, mais qui vient de Saint-Priest. Il s'appelle Amine Messoussa, c'est un attaquant, mais j'en ai pas vu comme ça depuis des années. Amine Messoussa, retenez ce nom-là. Je dis attention aux joueurs, il peut parfois... c'est très difficile d'évaluer le vrai potentiel du joueur entre U17 et U19 et par la suite. Je vais te citer un exemple qui m'a marqué il y a quelques années. Vous connaissez tous Benjamin Pavard. Oui. Bon. Est-ce que vous connaissez Valentin Van Mallegem? Non. Oui. Les deux, Patrick, c'est la même génération. Les deux, c'est la même génération. Les deux, c'est la même génération, 96-97. En U17, Valentin Van Mallegem était devant Benjamin Pavard. En U19, il se baladait, c'est le même poste. Il s'est remis en question, et à partir de là, il a démarré. En CFA, premier match, à l'époque de Stéphane Adam, il était remplaçant, et après, il a toujours été titulaire. Il est monté progressivement. Après, il y a eu l'affaire Antonetti qu'il n'a pas trop pris. Il est parti en Allemagne, oui. Il est arrivé au Bayern Munich, équipe de France. Alors qu'au début, en U17, on aurait pu dire, plutôt peut-être Valentin Van Mallegem. Et Van Mallegem, il a été à Châteauroux en Ligue 2, et maintenant, il est en Division 3 italienne. Le championnat des réserves, ce serait la solution. En attendant, il n'y a que le partenariat. Hein. Il n'y a que le partenariat. Moucron, je ne sais pas ce que ça va devenir, Boavista non plus. La décision appartient à Gérard Lopez et plus Holos. Les clubs ne nous appartiennent pas, il n'y a que les joueurs qui nous appartiennent. Est-ce qu'on peut envisager des reprises de partenariat avec des clubs régionaux comme Valenciennes, Dunkerque? Enfin, Valenciennes, si on doit leur prêter des joueurs, il faut prévoir la clause de retour gratuit. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Cela dit, ça me paraît difficile. Moi, du temps de Gérard Lopez, j'avais donné des pistes en Angleterre, dans des clubs de Championship ou de League One. Ça n'a pas été suivi d'effet. Là, il va falloir qu'on se repose la question avec Olivier Létang de combler, comme disait Julien, de combler cette espèce de fossé qui existe. Il y a des partenariats je ne parle pas de Valenciennes, de toute façon, il faut leur laisser régler leurs problèmes actuels, et puis ça va très mal du côté de l'association aussi là-bas. Mais Dunkerque, ce serait une piste, pourquoi pas Chambly, pour Boulogne, c'est plutôt Pro-Lensois. Mais il y a certainement des possibilités. Hein. Chambly, on a Marvin Martin qui est déjà un insider. On l'a prêté en attendant qu'il mûrisse un peu. Christophe est à la tête d'une équipe qui est co-leader de Ligue 1, qui a la nécessité absolue, ou presque, encore que ça reste du sport, de finir européen. Il mettra toujours les meilleurs à chaque poste. Ça, c'est son rôle d'entraîneur compétiteur et missionné pour gagner des matchs. Après, quand vous coachez une équipe dont l'ambition est de finir entre la 8e et la 12e place, vous pouvez prendre quelques risques de temps en temps. Ça pourrait se passer mieux. Disons qu'elle s'entraîne.
mais elles sont privées de matchs amicaux et il y a fort à parier qu'elles seront privées de fin de championnat. On attend encore une fois la notification officielle. Si le championnat ne se termine pas, les agents vont commencer à venir rôder du côté de la D2 en disant bah, tenez, je peux vous envoyer à Guingamp ou à ici les Moulineaux en D1, vous pourrez jouer. Et puis voilà, quoi. Et les filles, ben voilà, elles sont bonnes. Juste un petit signe de la main. Et un recrutement belge aussi, Patrick. Et on en est où justement au niveau des garçons du recrutement belge? Parce qu'on pense à Eden, à Gianni Bruno, à Kevin Miralas, à Divock Origi. C'est les 4 gros Belges qu'on a sortis. Ouais. On en est où? C'est l'expression les 4 gros Belges qui m'a fait. Et Origi et Eden Hazard, c'est quand même déjà costaud. Hein. Oui, mais les gros Belges, c'est plus à Philippe Desmet. Ils ont tendance à grossir. Ah, tu pensais à Desmet, d'accord. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai toujours dit qu'avant de quitter mes fonctions, il faudra que les filles soient solidement installées en D1. J'espère que je vais y arriver parce qu'autrement, je serai obligé de rester. C'est comme ça, ce qui est dit au bistrot d'Alelos que reste gravé dans le marbre du comptoir.